Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours d'automatisation industrielle. Alors aujourd'hui, nous allons voir les principes de base, la logique combinatoire et la logique câblée. Alors je vais faire un rappel sur le déroulement de la session. Tout ce qui a trait à la théorie, ça va être des vidéos comme celle-ci en asynchrone. Puis les laboratoires et les exercices vont se dérouler en synchrone, donc en ligne d'abord. Donc on va faire des meetings par l'application et le logiciel Zoom. Puis vers la fin de session, on va avoir un dernier laboratoire en présentiel, puis le projet d'intégration en présentiel. En ce qui a trait à la théorie, il va falloir la regarder avant qu'on ait nos meetings de laboratoire et d'exercice. Donc, par exemple, pour cette semaine, il va falloir que vous regardez cette vidéo en entier avant la séance de jeudi après-midi. Ensuite, on va avoir deux systèmes réels à automatiser. Donc, c'est pour ça que ça va être à la fin de la session en présentiel. On va avoir une pince pick and place, donc un robot pneumatique. Puis, le projet intégrateur avec le panorame. Donc, ça va être un système avec un aspirateur et on va devoir créer des recettes à partir de cet aspirateur-là. Tout au long de la session, on va utiliser une machine virtuelle avec les logiciels de programmation d'automates. Donc, comme je vous ai dit, de télécharger la VM avec les logiciels qui sont à l'intérieur. Donc, RS Logic 500, par exemple, c'est les logiciels de Alan Bradley. Donc, c'est les automates Alan Bradley qu'on va utiliser durant la session. Puis pour nos systèmes réels à automatiser. Une fois de toute façon qu'on a programmé un automate, on va savoir programmer toutes les autres automates. Ok, le principe est le même. Puis pour le reste de la session, on va utiliser aussi des simulations de maquettes sur le logiciel Automation Studio. Donc, vous avez le lien de téléchargement qui se trouve sur le Moodle, puis la procédure aussi pour pouvoir vous loguer et utiliser la clé de connexion pour les licences là, du collège. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour le plan de cours, on va regarder les systèmes automatisés, la structure d'un système automatisé, toutes sortes d'actionneurs et de capteurs, la programmation d'automates, comment ça se passe, la logique combinatoire, les tableaux de Carnot et la logique câblée. Donc pour les trois derniers points, surtout la logique combinatoire et le tableau de Carnot, ça va être un rappel un peu de la première année, mais ça va être un rappel nécessaire pour certains. On va commencer par se poser la question, qu'est-ce que l'automatisation industrielle ? Eh bien, l'automatisation industrielle, c'est l'art d'utiliser les machines afin de réduire la charge du travail du travailleur, tout en gardant une productivité et la qualité des produits que l'on va sortir de notre chaîne de production. Donc, cette chaîne de production-là, eh bien, elle va utiliser des systèmes automatisés. Les systèmes automatisés, mais c'est des ensembles d'éléments qui effectuent des actions, des opérations et des tâches cycliques sans l'intervention directe d'un humain. On va, en fait, durant cette section, programmer des automates, donc des automates sur un système automatisé, pour faire des tâches cycliques. Alors, où retrouve-t-on des systèmes automatisés? On va en retrouver dans toutes sortes d'industries. L'industrie de l'aéronautique, de l'alimentaire, de l'automobile, puis empaqueter ensuite les produits à la fin de la chaîne de production. Donc, je vous ai mis plusieurs petites vidéos qui démontrent toutes sortes de systèmes. Les plus connus sur YouTube, c'est sûrement les How It's Made. Là. Je vais lancer les petites vidéos. Puis les vidéos en fait de AVR et Premier Tech, ce sont des entreprises en fait qui se trouvent au Québec.
Et bien sûr, ça c'était juste un aperçu, il y en a beaucoup d'autres, hein. Dans l'industrie du bois, dans le contrôle de la qualité, dans les productions de produits de consommation de tous les jours. Ok, on va en avoir toutes sortes de systèmes automatisés, que ce soit pour la manutention, l'usinage, le sciage par exemple, ou la détection de défauts pour le contrôle de la qualité, là. Donc chaque étape d'une usine a son système automatisé. Les avantages de l'automatisation. Alors comme vous voyez, il y en a plusieurs. Premièrement, le plus important, c'est surtout la productivité accélérée, ok, la rentabilité et la compétitivité envers les autres entreprises concurrentielles. Si vous automatisez votre chaîne de production, eh bien votre productivité pourra être accélérée. La flexibilité aussi de la production est beaucoup plus efficace puisque les automates permettent de rajouter ou de modifier les éléments qui sont sur votre chaîne beaucoup plus facilement que si vous aviez par exemple un microcontrôleur, puisque c'est des systèmes qui s'adaptent facilement entre eux. La qualité de la production, donc la qualité est linéaire, donc si vous mettez un certain système, mais ce système-là va toujours produire la même qualité de produit. Bon, bien évidemment, il va falloir faire la maintenance de votre système, mais votre produit sera toujours le même normalement le premier jour de votre production et dans 6-8 ans, ce sera toujours le même produit si vous faites les maintenances adéquates. L'utilisation aussi dans différents types de milieux, donc un humain ne peut pas forcément travailler dans toutes les sortes de milieux. Toxiques, dangereux, nucléaires par exemple, c'est des endroits où les robots vont pouvoir travailler, mais que malheureusement les humains on peut pas. Donc ça va augmenter en fait la sécurité des personnes qui travaillent à l'intérieur de ce type de milieu-là. Donc c'est un gros avantage de l'automatisation. Puis aussi, ben, c'est des postes de techniciens. Okay? Donc un automaticien est quelqu'un qui a une technique. Donc comme vous pourriez devenir automaticien. Il n'y a pas de problème. Les inconvénients de l'automatisation. Bien, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, si vous voulez garder la qualité de votre produit, il va falloir avoir une maintenance qui est structurée. Il va falloir aussi prendre en compte que les équipements, eh bien, ils ont un coût élevé. C'est sûr qu'il va falloir penser au long terme et non au court terme en ce qui a trait à l'automatisation. Et évidemment, on va avoir des suppressions d'emplois puisqu'on va remplacer les humains qui travaillent à la chaîne par des robots. Bon, bien sûr, c'est généralement des emplois qui sont répétitifs, comme je vous ai dit au début, les systèmes automatisés, ce sont des systèmes qui ont des opérations cycliques. Donc, c'est des opérations qui sont très très répétitives et très demandantes pour le corps humain. Les différentes parties d'un système automatisé. On va avoir 3 parties dans un système automatisé. On va avoir la partie opérative, on va avoir la partie commande et la partie relation. On va voir un petit peu plus tard comment est-ce que ces différentes parties interagissent entre elles. La première partie, la partie opérative. Donc la partie opérative, c'est la partie qui va réaliser les actions physiques, donc les actions sur notre monde qui nous entoure. On va faire des actions par les préactionnaires et les actionnaires. Donc les préactionnaires, c'est ce qui va amener l'énergie à nos actionnaires. Les actionnaires, ça peut être des vérins, des moteurs, des vannes, et ça peut être du pneumatique, ça peut être de l'hydraulique, ça peut être de l'électrique. Donc en fonction de notre système, on va avoir un peu différentes énergies qui vont interagir dans notre partie opérative.
On va voir aussi les capteurs qui vont se trouver dans la partie opérative et c'est eux qui vont informer de l'état du système à la partie commande. Donc en fonction de la position d'un vérin, eh bien le capteur va envoyer un message à la partie commande, donc à notre automate, puis il va y avoir une certaine suite d'actions qui va découler de ça. Ensuite, on va avoir la partie commande, donc c'est ce qui contrôle les opérations à réaliser. Donc, ils vont réceptionner les informations en provenance des capteurs. Ils vont envoyer des commandes vers les actionneurs et les préactionneurs. La partie commande. Eh bien, la partie commande, celle qui va recevoir les informations, qui va la traiter et qui va ressortir cette information vers les actionnaires, eh bien, c'est l'automate programmable industriel ou API en français, ou encore PLC en anglais. Ça va être une machine électronique qui est programmable, qui est destinée à piloter des systèmes automatisés en ambiance industrielle et en temps réel des procédés industriels. Donc, en gros ici, c'est à l'intérieur de l'automate, mais on va avoir un microcontrôleur qui va être destiné à automatiser un système. Un automate programmable est adaptable à un maximum d'applications d'un point de vue de traitement, de composants, de langage. C'est pour ça qu'il est de construction modulaire. Donc comme vous voyez sur la photo ici, on a des petits racks. Et ces petits racks, c'est des petits racks qu'on va rajouter ou enlever à l'automate en fonction des composantes qu'on a besoin sur notre ligne de production. Donc par exemple, on peut avoir un rack ici qui va être des sorties numériques et puis on va avoir un autre rack qui va être une entrée analogique. Mais on peut avoir aussi une entrée numérique. On peut avoir un rack avec un système de communication, etc., etc. Okay, il y a plusieurs modules qui sont possibles d'ajouter ou de retirer en fonction de notre système. Pour un petit historique, les automates programmables, les API, sont apparus aux États-Unis vers 1969. Ils répondaient en fait à des désirs des industries de l'automobile de développer des chaînes de fabrication automatisées qui pourraient suivre l'évolution des techniques et des modèles fabriqués. Okay, parce qu'en automobile, les chaînes de production s'update tous les ans. Okay? Chaque année, ils sortent des nouveaux modèles et donc il faut que ça s'adapte très facilement. S'il fallait refaire un système de zéro, de A à Z, ça prendrait beaucoup trop de temps et d'argent. Donc c'est pour ça que les automates programmables, ce sont des systèmes modulaires finalement qu'on va pouvoir adapter en fonction de l'évolution de notre marché. La partie relation. Alors, cette partie relation, c'est comment est-ce que l'homme, l'humain et la machine vont interagir ensemble. Donc, on va avoir une partie avec des commandes du procédé, donc des boutons de marche-arrêt, des paramètres de diverses provenances, comme des commandes manuelles. On va avoir aussi des consoles ou des ordinateurs, des bases de données. Donc, en fonction de toutes ces informations-là, on va pouvoir interagir avec le système automatisé. Donc, commande manuelle, par exemple, j'ai besoin que la température de mon four soit changée. Eh bien, on va avoir un petit bouton qui va pouvoir nous permettre de changer cette température-là. On va avoir aussi des affichages pour nous tenir en fait au courant de tout ce qui se passe dans notre système. S'il y a un problème ou si ça va bien, eh bien, on veut le savoir facilement via des affichages, des écrans. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des interfaces homme-machine ou Human Machine Interface, donc HMI, donc des HMI qu'on va pouvoir créer à la fin de la session là, ensemble.
qui va permettre finalement un contrôle d'un système automatisé pas mal simplifié au lieu de directement aller voir les informations dans le logiciel de l'automate. Bien là, il y a des écrans qu'on va pouvoir faire des petits dessins dessus si on veut, et on va pouvoir rajouter des commandes et interagir avec le système. Donc voilà, une interface homme-machine et des écrans d'information pour se tenir au courant de qu'est-ce qui se passe dedans. Pour la structure d'un système automatisé, donc on va voir comment est-ce que la partie opérative, comment est-ce que la partie commande et la partie relation interagissent ensemble. Donc première partie, la partie opérative, c'est elle que je vous ai dit qui va nous donner des informations sur le monde physique, donc les capteurs, et qui va faire des actions sur le monde physique, les actionneurs. Donc, avec les actionneurs, on va pouvoir faire des actions sur le monde physique qui ont été envoyées par la partie commande. La partie commande, elle va envoyer des actions à faire aux actionneurs grâce aux informations qu'elle reçoit des capteurs. Okay? Donc, elle va recevoir des informations des capteurs. À l'intérieur de la partie commande, donc de notre automate, on va avoir ce qu'on appelle la logique câblée ou la programmation séquentielle. Donc, on va voir durant la session comment est-ce qu'on va pouvoir programmer cette partie commande-là, donc programmer notre automate. Ensuite, les interfaces ici, ben, c'est les petits racks modulaires que je vous ai montré là sur la photo un peu plus tôt. Donc, en fonction des capteurs, en fonction des actionneurs, eh bien, on va avoir différentes interfaces pour pouvoir faire la traduction des signaux du capteur vers la partie commande. Okay? Donc, toute cette partie-là et cette partie-là sont très modulables, sont facilement modulables en fait, et c'est pour ça qu'on va pouvoir privilégier des automates. On va pouvoir aussi avoir des PID entre notre automate et nos actionneurs. Ça va être plutôt dans le cours de capteur que vous allez faire du PID. Ensuite, au niveau de la partie commande, bien, on va avoir un affichage qui va être relié à notre partie commande. Donc nous, c'est ça qu'on va faire durant la fin de session. On va avoir un laboratoire qu'on va faire un peu d'affichage, donc de HMI. On va avoir aussi des arrêts d'urgence. On va avoir des arrêts d'urgence aussi au niveau de notre partie physique. Okay? À chaque étape, on va avoir des arrêts d'urgence au cas où. Puis, on va avoir aussi des affichages d'informations sur notre partie opérative, mais surtout au niveau de nos capteurs. On va avoir un affichage des informations de nos capteurs à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir la partie relation, donc la commande manuelle. Donc la commande manuelle, soit ça va être des boutons poussoirs, okay? Soit ça va être des sélecteurs, soit ça va être des potentiomètres, etc., etc., pour pouvoir modifier directement notre partie opérative. On va avoir aussi la console et les données externes, donc les bases de données, comme je vous ai donné l'information un petit peu plus tôt. Donc voilà comment est-ce que la structure d'un système automatisé se décompose. Les composants de la partie opérative. La partie opérative, c'est tout ce qui a trait au monde physique. Les capteurs, ils vont nous donner des informations sur ce qui se passe. Okay? On veut savoir ce qui se passe sur la ligne de production. Les actionneurs, eux, eh bien, ils vont faire des actions sur le monde physique. Donc, des vérins, des moteurs, etc. Les capteurs. On va avoir différentes sortes de capteurs. On va avoir des capteurs, par exemple, de position, de température, de pression. Les capteurs, ils vont faire la détection et ils vont transmettre les informations vers un module de traitement des signaux. Donc les modules, là, c'est ce qui est rattaché à l'automate. On a un classement
en fonction de divers critères pour ces capteurs. On va voir en fonction de leur principe de fonctionnement. Est-ce que c'est optique, inductif, mécanique, fluidique? Okay, donc, en fonction si on utilise le champ magnétique, si on utilise les infrarouges, etc., etc., en fonction du milieu que vous voulez travailler, vous allez avoir différents capteurs. La valeur mesurée aussi, donc le champ de détection, la course, la pression, la distance, la température, le pH, la luminosité, la présence d'objets. Donc tout ça en fonction, eh bien, ça va rentrer dans notre choix de capteur. Le signal de sortie, est-ce que c'est analogique, numérique ou binaire? L'automatisation privilégie normalement les capteurs numériques aux capteurs analogiques. Okay? Ils sont moins sensibles aux perturbations. C'est possible de traiter directement les signaux sans avoir à faire de conversion. Et les types de capteurs le plus utilisés en automatisation, c'est très certainement le capteur de proximité et le capteur de position mécanique. Donc comme ici, on va avoir un capteur de position. Donc ici, vous avez votre cible qui va translater de droite à gauche. Puis, en fait, par exemple, imaginez qu'on a le bout d'un vérin ici. Puis, si on a un vérin, eh bien, qui va sortir ici, il va se translater, il va venir actionner notre actuateur. Et notre actuateur va pouvoir envoyer un signal à notre automate pour dire que la pièce est bien arrivée à la position que l'on veut. Donc les capteurs, tout ou rien. Ils vont changer d'état lorsqu'une grandeur physique est détectée. Le potentiel électrique ou la pression pneumatique varie entre deux niveaux seulement. On peut avoir aussi des capteurs à commande manuelle, comme des boutons poussoirs, ça c'est des capteurs, okay. Des arrêts coup de poing ou câbles de sécurité. Donc ça c'est tout ce qui a trait à la sécurité. Donc si vous avez un problème sur votre production, bien vous voulez que votre coup de poing d'arrêt d'urgence là soit très visible et c'est un bouton très spécial puisqu'il va se loquer et il va falloir le déloquer si on veut repartir le système. On va avoir aussi des sélecteurs. Donc pour les sélecteurs, par exemple, vous pouvez avoir, je sais pas moi, une vitesse, donc lente, moyenne, rapide. Vous pouvez avoir une température dessus. Vous pouvez avoir aussi un mode, donc un mode automatique, un mode manuel, un mode semi-automatique, etc. Donc les sélecteurs vont nous permettre de faire des choix tout ou rien. Les capteurs de proximité. Donc eux, ils n'ont pas de contact direct avec les cibles qu'ils veulent détecter. Donc ils vont avoir une grande longévité et une fiabilité élevée. Donc ils vont être beaucoup utilisés en industrie et on a différents types de capteurs de proximité. Donc par jet d'air, magnétique, capacitif, inductif, infrarouge, photoélectrique. Donc en fonction du milieu où vous travaillez, vous allez avoir différents types de capteurs de proximité. Les codes barres maintenant. Bien, les codes barres, ça existe depuis quand même assez longtemps, depuis les années 1950, qui permet en fait une identification précise de nos produits. C'est quelque chose qui est très répandu dans l'agroalimentaire et le pharmaceutique. Donc, tout ce que vous achetez en épicerie, finalement, ça a un code barre. Okay? C'est pas pour rien, c'est parce que c'est très facile d'installation et c'est aussi économique. Okay? C'est facile à imprimer, le coût de l'étiquette est très bas et le coût d'installation de ce système est très bas aussi. Donc c'est très économique et c'est efficace. Le lecteur va décoder le code barre et va l'envoyer vers l'unité de traitement des données. Okay? Donc c'est là où on va rejoindre l'automate avec notre partie relation. Okay? On va envoyer des données dans la base de données, puis l'automate, lui, peut réagir en fonction aussi d'un code barre. Les actionneurs.
Les actionneurs, eux, vont faire une action sur le monde physique. On va avoir plusieurs types d'actionnaires. On va avoir des actionnaires, par exemple, pneumatiques, hydrauliques. Donc là, par exemple, ce sont des vérins pneumatiques à simple effet. Donc, on envoie juste l'air d'un côté et on va venir sortir. Okay? L'air va rentrer dans cette petite partie ici, dans cette petite chambre ici, et va venir faire sortir la tige. Okay? Les vérins vont être utilisés dans l'industrie pour faire des mouvements de translation. Et ici, si on n'envoie plus de l'air, ben, grâce au ressort, le vérin va revenir automatiquement dans sa position initiale. Pour ce qui a trait des vérins à double effet, eh bien, il y a deux entrées pour de l'air. Donc, on envoie de l'air dans cette partie ici. Le vérin va sortir. Et pour pouvoir faire re-rentrer le vérin, okay, parce que si on envoie de l'air et qu'on ne touche plus à rien, le vérin va rester dans la position de sortie. Et si on renvoie de l'air de l'autre côté, eh bien, il va re-rentrer. Bon, dépendamment, peut-être qu'il va bouger un petit peu si on n'envoie pas d'air des deux côtés, là. Et des fois, l'équilibre entre une ou l'autre des chambres est pas exact, là. Donc, pour nos systèmes, on va voir un petit peu plus tard comment bien utiliser nos vérins. Pour les pinces, on va avoir différents types de pinces en fonction de notre application. Okay, donc là, 3 doigts avec les 3 doigts qui se rentrent et qui se ressortent. Ici, 2 doigts qui vont translater et ici, 2 autres doigts qui vont avoir un angle. Okay, donc ils vont descendre pour pouvoir venir prendre une pièce. Là. Pour le projet, à la fin de session, nous, on va avoir le robot Pick and Place qui va avoir une pince. La pince est plus correspondante à celle-ci, avec un angle. Pas exactement comme ça, d'accord, mais elle va se retrouver à peu près comme ça. C'est comme un peu un mélange entre celle-là et celle-là. Bref, vous le verrez bien quand on sera rendu là, de toute façon. Et les vireurs, donc ça c'est pour donner un angle en fait, pour envoyer des commandes d'angle à notre système. Okay? Donc ici pour pouvoir par exemple tourner ce système. On va pouvoir aussi intégrer plusieurs types de moteurs. Okay? En fonction de notre industrie, on va avoir des moteurs électriques, à courant continu, trivasés, servomoteurs, pas à pas. On peut avoir aussi des moteurs hydrauliques, ça y a pas de problème. Aujourd'hui, on va regarder juste un petit peu les moteurs électriques. Donc, on va faire un rappel, les moteurs électriques, moteurs à courant continu. Okay, donc ça, c'est des petits moteurs économiques, puis ils sont excellents pour les applications mobiles qui fonctionnent sur batterie. Donc, par exemple, vos projets que vous faites en 3e année, généralement, vous allez utiliser des moteurs à courant continu. Là. En industrie, on va surtout utiliser des moteurs triphasés, puisqu'ils sont très robustes, ils vont avoir une puissance élevée, et c'est pour surtout des installations industrielles fixes. Les servomoteurs, eux, ce sont des moteurs qui sont très dynamiques, une puissance faible à moyenne, et sont surtout utilisés dans les machines à outils, les robots qui demandent une grande vitesse et une grande précision. Donc, ceux-là vont être utiles quand on va vouloir faire des ajustements rapides, par exemple, ou dans les endroits où on a besoin de plus de sécurité, puisqu'ils s'ajustent facilement et ils sont très rapides. Les moteurs pas à pas, eux, ça va être plus des opérations simples à faible puissance. Puis pour vous, c'est assez puissant pour pouvoir les utiliser là, dans vos projets généralement. Là. Donc c'est présent dans les machines-outils pour les mouvements de position. Donc eux vont être utilisés dans des applications où il y a moins besoin de sécurité, moins besoin de vitesse. Okay? Parce que des fois, ces moteurs-là, ils peuvent louper un pas. Puis bon, dépendamment du nombre de pas, c'est plus ou moins dérangeant. Mais c'est ça. D'autres types d'actionneurs,
on va avoir des électroaimants qui vont nous permettre de faire des mouvements linéaires et des avertisseurs, donc des témoins lumineux, des alarmes. Okay? Ça, ce sont des actionneurs puisqu'ils font une action sur notre monde physique. Okay? Le témoin lumineux nous envoie un signal lumineux, contrairement à l'alarme qui va nous envoyer un signal sonore. Alors, on va passer à la prochaine étape du cours. Là, on va regarder la logique combinatoire. On va faire un petit rappel en ce qui concerne la logique combinatoire, puisque ça fait un petit moment, je pense, que vous n'avez pas fait ça. La logique combinatoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une forme de programmation qui n'a aucune mémoire. Okay? Les sorties dépendent directement des entrées. Donc, en fonction de ce que les capteurs reçoivent, ils vont directement faire une action sur les sorties. Puis, on a plusieurs outils pour faire cette logique-là. Donc, on a l'algèbre de Boole, l'étape de vérité et les tableaux de Carnot pour pouvoir faire nos simplifications d'équations. On va utiliser la logique binaire. Okay, donc, je rappelle un petit peu la logique binaire dans le monde qui nous entoure, par exemple. On a une lampe, ben, désactiver, c'est 0, activer, c'est 1. Donc, pour une lampe, désactiver, c'est éteinte, et activer, c'est allumé. Pour un moteur, arrêter, puis en marche. Un relais, c'est sans tension quand il est désactivé et sous tension quand il est activé. Un bouton normalement ouvert, il n'y a aucun courant qui va passer. Et quand il est activé, donc il est normalement ouvert, donc quand il est activé, il va venir se fermer et le courant va pouvoir circuler. Par contre, pour un bouton normalement fermé, donc il est normalement fermé, le courant circule quand on n'y touche pas. Par contre, quand on y touche, quand il est activé, il va venir s'ouvrir et donc aucun courant ne va pouvoir circuler. La base qu'on va utiliser pour la logique binaire, ça va être le booléen. Okay? Donc, on a la base que nous, on utilise tous les jours, c'est la base 10. Okay? On a 10 symboles de 0 à 9 qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir compter des chiffres. Compter nos chiffres de tous les jours pour pouvoir faire nos applications. Le nom booléen vient du mathématicien George Boole et c'est une base 2. On va l'utiliser en informatique, ça vous le savez. Okay? Donc, deux symboles, 1 et 0. Vrai ou faux. Okay? Donc, la base de la logique binaire ici, c'est le 1 et le 0. Les fonctions logiques. Donc, comment est-ce qu'on peut représenter finalement nos fonctions qu'on va pouvoir créer avec notre logique combinatoire? Bien, on a plusieurs façons de le montrer. Donc, soit avec un graphique, donc avec des contacts, avec le ladder, donc le diagramme en échelle. On peut avoir aussi des blocs fonctionnels avec une table de vérité. Donc, en fonction de notre statut, de notre A et de notre B, ok, eh bien, on va avoir notre S qui va s'activer ou non. Et puis, la table de vérité nous donne toutes ces statuts ici. Là. Puis, on a aussi l'expression littérale directement de notre fonction. Donc, on va avoir trois façons d'exprimer la même fonction logique. Là. Petit rappel pour les tableaux de Carnot. Donc, vous partez avec votre table de vérité. Vous partez de votre table de vérité, puis vous avez votre entrée A, vous avez votre entrée B. Bien là, vous retrouvez votre entrée A, okay? Donc le statut 0 ou 1 de votre entrée A, et votre entrée B qui se retrouve ici. Okay? La colonne de votre sortie S, bien, vous allez la remplir ici, dans la partie blanche. Là. Okay? Donc ça, c'est le résultat finalement de la combinaison de votre A et de votre B va vous donner votre S ici. Donc par exemple, pour le statut A à 0 et le B à 0,
donc A à 0, B à 0, notre S est à 0. Donc si je reviens ici, donc B à 0, A à 0, on remplit 0 ici dans notre table de Carnot. On va faire un autre, par exemple A à 1 et B à 0. Donc A à 1 et B à 0. Okay, ben ça donne 1 pour la sortie S. Bon ben, dans notre case, on va remplir 1 ici. Okay. Pour le reste, pareil pour le reste là. Donc petit truc pour les tables de Carnot, pour pouvoir remplir plus vite, eh bien si vous avez juste un seul 1 ou deux 1 par exemple, en fait vous prenez la valeur qui a le moins de le moins d'occurrences, puis ben, vous remplissez dans votre tableau ici. Donc ici on a un seul 1, donc on va remplir le 1 ici, et vous savez que toutes les autres sont des 0, donc vous pouvez remplir 0, 0, 0 ici. Remplissez la table de vérité pour cet exercice. Donc on va se pratiquer un petit peu, puis vous pouvez mettre en fait la vidéo en pause, puis on va regarder le résultat par la suite. Mais je veux que vous pratiquiez avec les fonctions ici. Là. Donc, comment est-ce qu'on fait ça déjà? Pour les réponses. Alors, on va prendre chacune de nos fonctions ici, puis on va les trouver dans la liste de la table de vérité. Là. Donc ici, on a A bar, B bar, C bar, D bar. Donc on se rappelle, là, bar, c'est équivalent à A désactivé, là, A à 0. Okay? Donc A à 0, toute cette ligne-là est à 0. Okay? Toutes ces variables-là sont à 0. Et ça active notre S. Okay? Parce qu'on se rappelle que le plus, c'est un OU. Et ici, entre chacun, on a des petits I là. Okay? Comme ça, donc on a A bar et B bar et C bar et D bar, ou cette là, ou ça, ou ça. Donc, si on remplit notre table de vérité, si on a 1, en fait on devrait avoir 4 1, puisqu'on a 4 possibilités que notre S soit actif. Ensuite la deuxième ici, A bar, B bar, C, D bar. Donc A bar, B bar, C, puisque là il est activé, et D bar, là on a 1. Ensuite A, B bar, C bar, D bar. Donc A, on trouve le A dans le 1 ici, et A à 1, B bar, C bar, D bar, et notre sortie est à 0. Puis le dernier 1 ici, donc A, B bar, C, D bar. Okay. Puis tout le reste, ben, vous pouvez rajouter des zéros à l'intérieur. Là. Dessinez le schéma à relais de cette équation. Donc, je vous laisse mettre en pause la vidéo pour pouvoir faire l'exercice de votre côté. Pour les réponses du schéma à relais. Donc, pour le schéma à relais, okay, on se rappelle ici, A bar, ça correspond à notre contact normalement fermé ici. Là. Okay. Donc, quand il est normalement fermé, notre sortie est activée. Okay. Donc, A bar, B bar, C bar, D bar, et notre sortie est activée. Ou alors, A bar, B bar, C, D bar. Ou encore, A, B bar, C bar, D bar, etc. Donc, quand on a un OU, on va changer de ligne. Okay. Donc, quand on va avoir un plus, on va rajouter une ligne. Par contre, quand on a un petit fois ici entre nos variables, eh bien, vous les mettez côte à côte. Okay. C'est comme un et. A et B bar et C bar et D bar pour faire en sorte que notre S s'active. Par contre, on voit bien que ici,
c'est pas très simplifié, là. Donc, il y a des possibilités de simplification. Je vous laisse mettre cette vidéo en pause, puis essayez de trouver par vous-même une simplification. On va regarder les simplifications qui sont possibles avec les schémas en échelle. Donc, les schémas sur la même ligne sont équivalents. Donc, soit on a A d'actif, soit on a A de pas actif. Bon ben, peu importe en fait le statut de A, eh bien, le courant va passer, donc c'est équivalent à une ligne pleine. Ensuite, on a A et A bar. Donc là, si on a A et qu'on a A bar, la sortie va pouvoir s'activer. Mais c'est pas possible, vu que c'est deux ordres contraires qu'il faut qu'on ait en même temps. Donc c'est comme si on avait notre ligne qui ne passera jamais. Notre courant ne pourra jamais passer. Et puis, ici, A ou A. Bon, ben, on peut simplifier, hein. On peut juste mettre un seul A, parce que de toute façon, le courant va passer par là ou par là. Donc, l'équivalent, ça va être de mettre juste un seul A. Pareil ici, si c'est A et A, ben, si A est actif et A est actif, ben, on a notre sortie. Bon, ben, on peut juste mettre A, là, puisque c'est juste redondant. Commutativité. Donc ici, pour A est actif ou B est actif, on va avoir la sortie qui s'active. Ben, peu importe si on le met le B sur la première ligne ou le A sur la deuxième ligne, okay, peu importe, ben, ça revient au même. Okay? Notre courant va passer par là ou par là en fonction du statut de A ou de B. Pareil, si c'est B en premier et A en premier, ben, le courant, s'il passe par B, ben, ensuite il va arriver à A, ou alors il va aller à A et ensuite il va aller par B. Mais c'est pareil, il faut quand même les deux conditions pour que la sortie s'active là. Donc peu importe si on a A avant ou B avant. Distributivité. Alors, on a notre contact B qui va être actif, puis notre contact C qui va être actif pour pouvoir activer notre sortie S. Donc B et C donnent S, mais on a aussi ou A et C qui va nous donner notre S. Donc là, l'équivalent, ça va être B et C qui va nous donner notre S, ou A et C qui va nous donner notre S. Okay? Donc peu importe, si on le met le C sur la même ligne, le courant va venir passer dans C obligatoirement. Donc on peut le mettre ici sur la même ligne. Ensuite, ici notre B, il faut juste notre B pour que S soit actif, ou A et C pour que notre S soit actif. Donc l'équivalent, ça va être notre B qui va se retrouver ici aux deux niveaux. Donc ce que ça fait, c'est que si notre A est actif, mais que notre B n'est pas encore actif, notre C n'est pas encore actif, eh bien notre B peut être actif à n'importe quel moment, eh bien ça va venir activer notre S. Okay? Le courant n'est pas forcément bloqué ici, il peut passer ici. Okay? Donc quand notre B va venir s'activer, le courant va passer par là ou par là. Hein? C'est l'équivalent. Donc après ça, si notre B n'est pas actif, donc si notre B n'est plus actif, eh bien notre A est encore activé. Puis si notre C devient actif, bien là, hop, il va pouvoir passer au niveau de notre sortie S. Donc les deux sont équivalents. Donc soit B est actif, soit A et C sont actifs. C'est les mêmes choses. Égalité de Morgan. Alors on va regarder le premier schéma ici. Donc si on analyse le premier schéma, on voit qu'on a un petit cas. Donc le cas, c'est toujours référence au relais.
Donc le relais ici, il va venir se faire activer par A et par B. Et la sortie S, elle, eh bien, elle est active quand le relais n'est pas touché. Donc quand on ne touche pas au relais, donc il est normalement fermé ici, eh bien, il y a du courant qui passe. Mais si le relais vient à être activé, eh bien, le courant ne va plus passer. Donc si on active notre relais, le S se désactive. Pour activer ce relais, on a besoin de A et B. Donc quand A et B sont actifs, le relais K va devenir actif et va venir couper l'alimentation à notre sortie S. L'équivalent de ça, c'est que notre sortie S est active quand A est normalement fermé et quand B est normalement fermé. Donc quand on ne touche pas à A et quand on ne touche pas à B, eh bien notre sortie S est active. Pour le deuxième schéma, ici, on a le même principe, ok, on a un relais qui vient être en relation avec notre sortie S. Donc la sortie S ici est encore active quand le relais n'est pas activé. Donc on touche à rien au niveau du relais, le relais n'est pas désactivé, le relais n'est pas activé, pardon, et notre sortie S est active. Donc pour pouvoir désactiver notre sortie S, il va falloir venir activer notre relais K. Donc comment est-ce qu'on va venir activer notre relais K? Eh bien, soit par A, soit par B. Et donc quand A est actif ou B est actif, on va activer notre relais K et le relais K va venir s'ouvrir et désactiver notre sortie S. Donc l'équivalent de ça, pour activer notre sortie S, il faut que notre A et notre B ne soient jamais activés. Okay? Parce que ici, si on active A, ben, ça change le relais. Si on active B, ça change de relais. Okay? Il faut que les deux ici ne soient pas activés. On revient à notre exercice et on regarde comment simplifier cette grande équation. Comment simplifier cette grande équation-là? Donc, si on regarde un petit peu notre schéma à relais, on voit que notre B ne change jamais de statut et que notre D ne change jamais de statut. Donc, c'est toujours la même chose en ce qui concerne B et D. Mais par contre, au niveau de A et de C, eh bien, on voit que A et C, eh bien, ils vont faire un peu toutes les probabilités. Donc, même si A et C changent, eh bien, on a toujours la même sortie. La sortie S va venir s'activer. Donc là, si on regarde un peu toutes les probabilités, là, A est à 0, C est à 0. Ensuite, A est à 0, C est à 1. Ensuite, A est à 1, C est à 0. Et A est à 1 et C est à 1. Donc là, on a tous les changements d'état, mais ça ne change pas le fait que notre sortie va être activée. Okay? Donc ce qui va importer, c'est vraiment le statut de B et D qui va affecter en fait notre sortie. Donc pour le résultat de cette simplification, pour la simplification, on a juste besoin en fait de se dire, ok, ben B est barre, D est barre, et on va avoir notre sortie activée. Pour les tableaux de Carnot, donc les avantages des tableaux de Carnot, ça va être de mettre en évidence des simplifications de façon beaucoup plus visuelle. Okay? On va pouvoir faire des bulles de grosseur 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Et ça va permettre en fait de réduire les simplifications. Okay? Au lieu de faire comme on vient de faire, de regarder le schéma à relais et de simplifier un peu visuellement
nos équations, et bien là, ça va nous permettre de le faire, mais beaucoup plus efficacement. Pour les tableaux de Carnot, on va essayer de former des bulles les plus grosses possibles pour avoir la forme la plus simplifiée. Comment est-ce qu'un tableau de Carnot va se décomposer? Donc, par exemple, ici, premier exemple de tableau de Carnot. Donc là, on a A qui passe de 0 à 1, et on a B et C. Okay? Donc là, c'est des tableaux à 3 variables, contrairement à 2 variables que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Ici, on va avoir 3 variables. Donc 3 variables, le tableau se décompose comme ceci. Donc 2 lignes pour notre A et 4 colonnes pour notre B et C. Donc 4 colonnes pour notre B et C. Donc ici correspond à B et ici correspond au statut de C. À chaque colonne, donc à chaque fois qu'on va changer de colonne, on veut que seulement un seul des deux chiffres change. Donc par exemple, quand on est passé de la première colonne à la deuxième colonne, il y a juste le statut de C qui a changé. Ensuite, si on passe à la troisième colonne, eh bien, il y a juste ici le statut de B qui a changé. Okay? Donc là, c'était 0, 1. Bien là, c'est 1, 1. Puis là, si on passe à la quatrième colonne, il y a juste le statut de C qui a changé. Donc on est repassé à 0. Et là, avec ces 4 colonnes, eh bien, on a toutes les possibilités de nos variables ici. Donc toutes les combinaisons de notre variable. Puis ça, en fait, ça construit toute notre table de vérité ici. Et pour l'exemple, bon ben, notre sortie S qu'on a remplie ici, eh bien, n'est active que quand A est bar, B est bar et C est à 1. Okay, donc on voit ici le résultat. A bar, puisque A est sur la ligne de 0 là, et B et C, donc B bar, puisque là on est dans la colonne où on a B à 0 et C à 1. Donc B à 0 c'est B bar et C à 1. Donc 0, 0, 1. 0, 0, 1. Donc là on peut juste entourer notre 1. Okay, les bulles qu'on va faire, on va faire des bulles avec les 1. Donc là, on a juste un seul 1, donc on va faire juste une bulle de 1, 1. Okay, A change pas, B change pas, C change pas. Pour le deuxième, ah, bon ben là, on va pouvoir avoir un autre 1 qu'on va rajouter pour l'exemple. Donc pour l'exemple, on dit que la sortie S est active quand on a A bar, B bar, C. Donc A bar, B bar, C. Ou A bar. Et là, on a 1, 1 ici. Donc ça veut dire que c'est B et C. Donc ça, c'est l'équation qu'on avait de base. Puis pour simplifier, on va faire une bulle. On va entourer les deux 1. Okay, ils sont côte à côte. On peut faire une bulle. On va faire une bulle. Et là, on va regarder en fait qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas. Donc là, vu que c'est sur la même ligne, ben, le statut de A ne change pas. Okay? Donc on va rester avec le même A. Donc si A ne change pas, on reste A bar. Et là, on regarde, on compare les deux colonnes. Donc, quand on va comparer les deux colonnes, on va regarder qu'est-ce qui change. Ben là, on a notre B qui passe de 0 à 1. Ah, B passe de 0 à 1. Donc, peu importe le statut de B, peu importe s'il est 0 ou 1, ben notre sortie elle va toujours être 1. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir simplifier et enlever notre B de notre équation. Et là, notre C, lui, il reste à 1. Donc C ne change pas. Donc là, on va rajouter C. Donc voilà, on a notre simplification. Le S
est égal à A bar C. Pour le troisième, on a rajouté encore une fois des 1. On va faire une bulle avec toutes les 1. Bon ben, on va regarder qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas. Donc là, on regarde, ok, ben notre bulle, elle est sur la colonne où le A est à 0 et sur la ligne, pardon, sur le A est à 0 et le A est à 1. Donc peu importe si le A est à 0 et peu importe si le A est à 1, eh bien, la sortie est quand même active, est quand même à 1. Donc le A change. Alors regarde les colonnes maintenant. Qu'est-ce qui change entre ces deux colonnes? Eh bien, on a le B qui change. Ben, peu importe le statut de B, la sortie est quand même à 1. Bon ben, on va pouvoir enlever notre B de l'équation. Et là, qu'est-ce qui ne change pas? Bien, c'est tout simplement C. Donc S est égal à C. Donc voilà comment on va pouvoir faire des bulles. Donc ces bulles-là, on entoure les 1, on fait des bulles de 1, 2, 4, 8, etc. Okay, il faut toujours que ce soit symétrique et on ne peut pas avoir, par exemple, un petit 1 ici et on va faire une bulle comme ça ici. Là. Ça, c'est non. On ne peut pas faire de bulles comme ça. Il faut que ce soit des bulles symétriques. Okay? Donc là, si on aurait un petit 1 comme ça ici tout seul, eh bien, on ferait une bulle de 2, là, comme ça. Okay? Pour pouvoir le simplifier. Okay? C'est tout ce qu'on pourrait faire là. Bon, encore un autre exemple. Donc ici, c'est le même principe que un petit peu plus tôt, sauf que on a rajouté un petit 1 ici tout seul. Donc le petit 1 tout seul, on va pas pouvoir faire de bulle comme ça ici, puisque là, la bulle, elle contient un 0. Donc là, ça fonctionne pas. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas. Alors là, dans la première bulle, A, ben, il ne change pas. Okay, on est toujours à 0. Donc on va mettre A bar. Ensuite, ici on regarde la différence entre les deux colonnes ici. Donc le B, donc le B change et le C ne change pas. Donc si le C ne change pas, on va mettre le C. Maintenant pour la deuxième bulle ici. Donc qu'est-ce qui va changer? Donc là, qu'est-ce qui va changer? Ben là, on regarde. Ah, ben ce qui change, c'est le A. Donc le A se retrouve sur les deux lignes. Donc si le A change, peu importe le statut de A, ben on a quand même un 1 en sortie. Donc si on a 1 en sortie, peu importe le statut de A, on va pouvoir enlever notre A de l'équation. Puis là, c'est sur la même colonne. Donc on va prendre le statut de B et C. Donc B bar et C. Donc là, vu qu'on a deux bulles, eh bien, on va pouvoir rajouter un petit plus ici. Donc, la première bulle correspond à AC, ici, ou on a une deuxième bulle, ou la deuxième bulle qui nous donne BC, ici. Okay. Donc, S est égal à A bar C ou B bar C. Voilà comment on peut faire des équations simplifiées. Donc, encore un autre petit tableau, maintenant à 4 variables. 4 variables, donc on a 2 variables en tête du tableau. Donc ici correspond à A, et ici correspond à B. Ici, ça correspond à C, et ici, ça correspond à D. Si on regarde le petit tableau, on a des 1 dans chaque bord ici. Ben, le 1 dans chaque bord, on va pouvoir faire une énorme bulle ici. On va pouvoir prendre les 4 côtés.
puisque les quatre côtés sont reliés. En fait, il faut voir un petit peu le tableau ici comme une sphère. Et la colonne ici, eh bien, il y a juste ici, encore une fois, un seul qui va changer, une seule variable qui va changer. Si on revient au début, eh bien, c'est juste le petit b là qui va changer de statut. Okay? Et puis pareil pour les deux lignes. Ici, et la différence entre ces deux lignes-là, c'est juste le A qui change de statut. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir relier les quatre coins ensemble et faire une grosse bulle. Puis si on compare les deux colonnes, eh bien 0, 0 et 1, 0, eh bien c'est juste le C qui change. Donc peu importe le statut de C, eh bien on a un 1. Ensuite, peu importe le statut de notre A, puisque le A là il change sur les lignes, peu importe le statut de A, eh bien le 1, la sortie est à 1. Donc ce qui fait qu'on va avoir notre B ici à 0, donc B bar, et ici, peu importe le statut des deux colonnes, on va avoir ici le 0, donc qui correspond à D bar. Donc là, ça va faire B bar, D bar. Un petit exercice. Une porte avec un moteur pour les personnes à mobilité réduite. On va avoir deux interrupteurs pour cette porte-là, B1 à l'extérieur et B2 à l'intérieur. On a une ouverture de la porte lorsqu'un seul des deux interrupteurs est activé et une fermeture de la porte dans le cas contraire. Donc là, je vous laisse poser la vidéo et faire la table de vérité, déterminer l'équation simplifiée à l'aide de Carnot et faire ensuite le schéma à contact grâce à cette équation simplifiée. Pour la porte, on va faire la table de vérité. Donc voici la table de vérité. Donc ça c'est nos deux entrées. Ok, B1 et B2 c'est les interrupteurs. Moi j'ai mis M pour le moteur de la porte. Donc ce qu'on nous disait c'est que c'est soit l'un soit l'autre des deux interrupteurs qui est activé, qui va activer le moteur de la porte. Donc il faut que notre autre interrupteur soit désactivé pour que le moteur ici s'active. Donc c'est soit un, soit l'autre qui va venir activer le moteur. Puis si on a les deux en même temps, ça veut dire que le moteur n'est pas activé. Déterminer l'équation simplifiée à l'aide de Carnot. Donc on va faire un petit Carnot. Donc on a juste une ligne et une colonne. Puis on peut juste faire deux bulles. Donc on ne peut pas vraiment simplifier notre équation finalement. Okay, vu qu'on a juste deux variables, on est limité. Donc notre équation finalement simplifiée, donc M, là ici, est égal à B1 bar et B2, ou alors B1 et B2 bar. Pour le schéma à contact, donc B1 bar et B2 bar, okay, ils sont sur la même ligne, puisqu'on a besoin des deux composantes pour pouvoir activer notre moteur. Ou alors, donc ou on le met sur une autre ligne, B1 et B2 pour pouvoir activer notre moteur. Exercice 3. Ce système d'estampage utilise 3 capteurs de position et une presse pneumatique. La presse est actionnée lorsque 2 ou 3 capteurs sont activés. Donc 2 ou 3 capteurs sont activés. Là, on va faire la table de vérité, on va déterminer l'équation simplifiée à l'aide de Carnot et faire le dessin des schémas à contact. Donc, je vous laisse faire pause sur cette vidéo pour pouvoir faire l'exercice. La table de vérité de notre système d'estampage. Alors, on a nos 3 entrées, nos 3 différents capteurs et notre presse, la sortie de notre presse.
Donc, ce qu'on nous disait, c'est qu'on doit avoir 2 ou 3 capteurs. Donc, là, on a 2 capteurs. Notre presse est activée. Ensuite, on a un autre capteur ici, un autre capteur ici, et notre presse est activée. On a 2 autres capteurs ici, notre presse est activée. Ou 3. Et voilà. Donc, ou les 3 capteurs activés en même temps. Okay? Sinon, les autres lignes ici, il n'y a pas assez de capteurs qui sont présents pour pouvoir activer notre presse. Donc ça, c'est l'équation générale qu'on a qui nous ressort en fait de notre table de vérité. Donc ça, ou ça, ou ça, ou ça. Donc on a 4 lignes. Donc on a 4 possibilités. Pour la simplification, avec le Carnot, on va monter notre tableau de Carnot. On va voir 2 lignes ici pour le statut de A et 4 colonnes pour le statut de B et C. Okay, c'est un tableau un petit peu plus gros puisqu'on a 3 variables. Ensuite, on remplit notre tableau de Carnot et on va faire nos bulles. Donc là, on voit que nos 1 sont un petit peu placés bizarrement, puis on ne peut pas faire des bulles de 4 là par exemple. Ici, on ne peut pas faire une bulle de 4 puisqu'on a un 0 qui se trouve là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs bulles de 2. Okay? Même si le 1 ici est utilisé plusieurs fois, c'est pas grave. Ça va nous permettre quand même de simplifier notre équation. Donc là, si on regarde la première bulle 1 ici, la bulle 1 ici, on va regarder qu'est-ce qui change. Donc qu'est-ce qui change entre cette colonne-là et cette colonne-là? Eh bien, c'est B. B change, donc on va pouvoir enlever B, et on va pouvoir garder A et C. Donc ça, c'est notre première bulle. Okay? Donc A et C. Ensuite, deuxième bulle, donc on met des plus, okay? Plus, et on regarde ici, ok, bon ben ma deuxième bulle ici, qu'est-ce qui change? Okay, qu'est-ce qui change? Bon ben là on a deux lignes, ok, ben c'est le statut de A qui change en ce moment-là. Donc A change, donc on peut enlever le A, et on peut garder le B et C. B et C, ici, donc c'est notre deuxième petite bulle. Ici la troisième bulle, bon ben, qu'est-ce qui change? Ça va être la colonne ici et la colonne ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux colonnes? Eh bien, c'est notre C. Notre C change de statut, donc on enlève C et on va garder notre B. Puis, c'est quoi le statut de A? Ok, ben la bulle est sur cette ligne-là, donc A est à 1 et B. Donc ça, c'est notre troisième bulle. Hein, donc ça, c'est notre équation simplifiée. Maintenant, on va faire un schéma à contact. Donc, on va prendre première possibilité, B et C, ou alors A et C, ou alors A et B, qui vont venir activer la presse. Voilà, tout simplement. On va passer maintenant au tableau de Carnot à 5 variables. Donc 5 variables qui vont pouvoir être simplifiées grâce au tableau de Carnot. Donc le tableau de Carnot à 5 variables est un petit peu différent. Okay? Il est en fait miroir. Donc vous voyez, il y a une petite ligne dans le milieu ici. Puis vous allez pouvoir en fait faire des bulles qui vont être reliées de part et d'autre du tableau. Donc par exemple, si j'ai un 1 ici et un 1 ici, eh bien, ils sont de distance égale de part et d'autre du miroir et vous allez pouvoir faire une bulle de 2 en fait avec ce miroir-là. Donc si vous regardez ensuite la colonne, vous voyez que la colonne, il y a juste le petit C, là, le petit C qui va changer de statut. Donc là, vous allez pouvoir simplifier le C dans cette
cette case-là. Donc par exemple, ça ferait, là si on regarde, ils sont sur la ligne AB, donc A est à 0, donc A bar et B, et bon ben là le C se fait enlever, donc plus de C, et D bar, puisque c'est à 0, et E. Donc là, ça simplifierait en fait notre petit c là. Donc ce serait ça l'équation qui résulterait de cette simplification. Donc, je vais effacer un peu toutes mes petites... Donc voilà, comme je vous ai expliqué, là, c'est un miroir. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour pouvoir remplir ce tableau de Carnot avec l'équation ici que je vous ai donnée là. Donc je vous laisse le remplir. Voici le tableau rempli. On va pouvoir maintenant s'attaquer à faire des bulles. Première bulle, ici, la première bulle, 4 petits 1. Okay, il y a plusieurs façons, je pense, de faire des bulles, okay, dépendamment des équations, du positionnement des 1. Mais des fois, ça se peut que vous n'ayez pas la même simplification que vos collègues. Donc, pour la première ligne ici, on regarde, ok, bon. Alors, déjà, on est sur la même ligne, donc le A et le B ne changent pas. A, B vont être barres. Et on va regarder qu'est-ce qui change entre ces 4 colonnes, puisque les 1 sont dans toutes ces colonnes-là. Donc, première différence, ici, bon ben, on a le E qui va changer de statut. Donc, le E va changer de statut dans ces 4 colonnes ici. Mais on a aussi le D qui va changer de statut dans ces 4 colonnes ici. Donc, ils vont faire les 4 possibilités de changement de variable. Et donc, peu importe le statut de vos entrées D et E, eh bien, ça ne change pas. La sortie va être quand même à 1. Donc, ce qui ne change pas, eh bien, c'est votre C ici. Votre C restera toujours à 0. Donc, on va pouvoir simplifier et mettre A, B, C bar. A bar, B bar, C bar, pardon. Donc ça, c'est votre première bulle. Deuxième bulle qui est apparue. On va regarder quelle est la différence entre les deux colonnes là et les deux lignes ici. Donc les deux lignes, qu'est-ce qui change? Ok, ben c'est le B qui change. Vu que c'est le B qui change, on va pouvoir l'enlever et on va pouvoir garder juste notre A. Qu'est-ce qui change entre les deux colonnes qui se retrouvent ici? Qu'est-ce qui change entre ces deux colonnes ici? C'est le E. Donc le E change d'état. Donc peu importe l'état de E, eh bien, ça ne change rien à notre sortie. Donc on va pouvoir simplifier et enlever notre E. Donc là, on a A, C bar et DA1. Hein? Donc ça, c'est pour cette bulle-là. Ensuite, troisième bulle. Ah, attention, celle-là, on va pouvoir la jumeler à celle qui est miroir de l'autre côté. Donc, on va avoir ici, on va comparer les deux colonnes qui se trouvent de part et d'autre du miroir qui se trouve dans le milieu là. On va pouvoir réussir à simplifier encore plus. Donc là, nos A et B, nos 1 se trouvent sur toutes les lignes. Donc s'ils se trouvent sur toutes les lignes, c'est que peu importe le statut de A et B, eh bien la sortie est active quand même. On va s'attarder surtout sur les... Hop, juste enlever tout ça. On va s'attarder sur les colonnes. Qu'est-ce qui change entre les colonnes? Bon ben, qu'est-ce qui change entre les colonnes? C'est simplement notre C.
Donc c'est le C qui va se faire simplifier. Et ce qui reste et qui ne change pas, eh bien c'est notre D et notre E. Donc le DE, c'est ce qui va résulter de cette grosse bulle de 8. Une autre petite bulle sur le côté, puisqu'on ne peut pas vraiment... Il n'y a pas de 1 juste à côté. Par contre, il y a des 1 de l'autre côté. Donc en gros, eh ben, on va pouvoir faire une bulle de 4 avec ça. Donc, si je supprime ici, on va regarder qu'est-ce qui change entre nos deux colonnes ici. Donc on est sur la ligne A bar, B bar. Donc on ne change pas, il n'y a pas rien qui va changer forcément sur cette ligne-là. Par contre, on va regarder qu'est-ce qui va changer sur ces colonnes-là. Donc qu'est-ce qui change sur ces colonnes-là? Ah, j'ai ici le D qui va changer. Puis ici, j'ai le C qui va changer entre les 4. Et j'ai le D qui va changer aussi. Donc, ici, entre les deux, on a le D qui change. Et entre les deux groupes de colonnes, ici, si vous voulez, on a le C qui change. Donc, il passe de 0 à 1. Okay, donc, là, on a 1, 1. Mais là, ici, on a 0, 0. Donc, peu importe le statut de notre C, eh bien, ça va changer. Et ici, on a le statut de notre D qui change. Il y a juste le petit 1, en fait, qui va ne pas changer. Le petit 1 ne change pas entre toutes les colonnes que l'on regarde en ce moment. Donc ce qui ne change pas, c'est le E. Donc on va pouvoir garder le E. Donc voilà, la dernière petite bulle nous a donné cette dernière expression. Donc à chaque bulle, on va pouvoir faire plus, plus, plus. Et ça, c'est notre sortie. Okay. Donc si on avait S est égal à 1, à toute cette expression-là, et bien là, on va avoir S est égal à toute cette expression-là. Alors, vous voyez que ça a pas mal changé entre le début et la fin. Donc voilà, c'est juste le résultat un peu plus beau. Hop. Voilà. S. Et voilà. Maintenant, on va passer à la logique câblée pour la programmation des API. Donc la logique câblée, contrairement à la logique combinatoire ici, eh bien c'est une logique qu'on va pouvoir directement faire dans le monde physique avec des relais. Donc pour la logique câblée, on va avoir toutes sortes d'entrées. Okay, on a les boutons poussoirs, normalement ouverts, normalement fermés. On va avoir des interrupteurs de fin de course. À chaque fois, on a l'option normalement ouvert et normalement fermé. Okay. Donc, tous les symboles ici qui vont pouvoir vous être utiles pour votre logique câblée. Donc, des sélecteurs de position, comme je vous ai dit, par exemple automatique, manuel, des interrupteurs commandés par pédale, interrupteurs de débit, de pression, avec arrêt d'urgence, donc une tête de champignon. Donc vous avez toutes les sortes de symboles pour les entrées. Pour les sorties, nous on va utiliser des relais, donc des relais de contrôle, les contacteurs pour les moteurs, des solénoïdes, des électrovannes, des éléments chauffants aussi, des résistances. Okay. On va avoir aussi des témoins lumineux, des alarmes, des sirènes ou klaxons et des cloches. Donc vous avez toutes sortes de symboles pour vos sorties.
On va commencer par faire des exercices de logique câblée en ladder. Donc ça reprend un peu la même base que la logique combinatoire, sauf que là on va faire différents symboles. Pardon. Donc je vous invite à faire une pause sur cette vidéo et faire cet exercice de votre côté. Donc pour la solution de cet exercice, on va mettre les barreaux de notre diagramme en échelle. Puis on va mettre la petite sortie S ici. Puis on va analyser un petit peu la fonction qu'on nous donne. Donc si on la lit, on a A et B bar qui vont activer notre sortie S, ou C bar et A, ou C bar et B. Okay, vu qu'il y a de la distributivité ici. Donc, si on l'écrit en logique câblée, donc on peut mettre des boutons poussoirs, par exemple, on peut dire A, B, C, ce sont des boutons poussoirs. Ok, bon, ben on va mettre des petits boutons poussoirs. Donc A et B bar, ça nous donne notre S, ou C bar et A ou B. Hop. A ou B. Et voilà. Donc là, on a dessiné le circuit logique encablé pour cette équation-là. Pour ce deuxième exercice, on va installer un capteur de niveau d'eau à 5 mètres de hauteur dans une cuve qui en mesure 10. Donc si on fait un petit dessin de cuve, donc une cuve qui en mesure 10 avec un niveau d'eau à 5 mètres, un capteur de niveau d'eau pardon, à 5 mètres, et on nous dit lorsque l'eau est en bas de 5 mètres, une pompe est en fonction. Donc là, en ce moment, si l'eau est à 5 mètres, la pompe est en fonction. Et lorsque le niveau d'eau dépasse 5 mètres, cette pompe s'arrête. Dessinez le circuit logique en ladder de cette fonction. Bon, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Pour la solution de cet exercice, alors on a une pompe, donc on va mettre la sortie P, et on a un capteur de niveau d'eau. Donc un capteur de niveau d'eau, en gros c'est juste un interrupteur avec un flotteur dessus qui dit oui ou non il y a de l'eau. Donc on va mettre un petit symbole d'interrupteur tout simple pour pouvoir faire notre action. Donc ce qu'on nous dit c'est que tant que l'eau n'a pas dépassé 5 mètres ici, eh bien la pompe est en action. Donc quand on ne touche à rien, quand le capteur ici n'est pas activé, la pompe est en action. Mais quand le capteur est activé, donc il y a de l'eau dessus, eh bien la pompe se désactive. Donc si on veut que la pompe s'active quand on n'a pas d'eau dessus, ça veut dire que notre interrupteur est normalement fermé. Donc, je vais mettre un petit interrupteur comme ça ici, normalement fermé. Puis on va mettre N pour niveau là. Ok? Donc, quand on a de l'eau à 5 mètres, ben, la pompe est activée, le capteur, il n'y a rien qui se passe dessus. Par contre, quand l'eau arrive à plus que 5 mètres, là, on vient activer le capteur. Donc là, il va venir s'ouvrir et la pompe va venir se désactiver. Pour le troisième exercice, on a le même énoncé qu'au numéro 2. Mais en fait, vous vous rendez compte que vous aviez
juste un capteur de type normalement ouvert en stock. Donc là, vous ne pouvez pas utiliser votre capteur de niveau normalement fermé, comme on vient de faire. Donc là, qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir inverser le signal? Je vous laisse mettre la vidéo en pause. Pour la réponse ici, eh bien, on va mettre la pompe, on va mettre le relais. Et oui, parce que c'est un relais qui va venir inverser notre signal. On va pouvoir utiliser les contacts normalement ouverts et normalement fermés de notre relais. En fait, on va utiliser surtout les contacts normalement fermés de notre relais. Donc là, on a notre capteur de niveau de type normalement ouvert. Et on va pouvoir en fait utiliser le capteur normalement fermé de notre relais. Puisque si on ne touche pas au relais, okay, eh bien le courant va pouvoir passer et activer notre pompe. Par contre, si le niveau d'eau est à plus que 5 mètres, ça veut dire que notre interrupteur vient s'activer. Donc le relais vient s'activer et le contact normalement fermé qui se trouve avec le relais s'ouvre et la pompe se désactive. Donc ça peut être utile pour pouvoir venir inverser un signal si nécessaire. Petit rappel, du coup pour les relais. Donc ici c'est un relais mécanique. On a le noyau, la bobine, puis on va pouvoir faire passer en fait du courant dans notre bobine pour pouvoir faire un signal de commande. Donc en fonction du statut de la bobine, on va avoir plusieurs types de contacts qui se trouvent dans notre relais. Donc on va avoir des contacts normalement ouverts et des contacts normalement fermés. Donc quand notre bobine n'est pas active, vous voyez ici c'est le petit système mécanique à l'intérieur de notre relais. Donc ici on va avoir la bobine qui va avoir un noyau dans le milieu et va venir attirer en fait la petite palette ici pour pouvoir changer de contact. Donc passer de normalement fermé à normalement ouvert et inversion. Okay. Puis quand vu que là en fait on a créé un aimant ici avec cette bobine là, donc on peut attirer cette partie métallique ici pour pouvoir changer le contact. Puis quand la bobine n'est plus traversée par de courant, eh bien l'aimant se démagnétise et le ressort peut faire remonter en fait la petite palette ici et le contact revient en normalement fermé si on veut ou en normalement ouvert dans l'autre cas. Donc si on regarde ici, eh bien quand on active le courant, quand on vient passer du courant, le contact normalement ouvert maintenant vient faire passer le petit courant ici et le normalement fermé vient s'ouvrir et donc le courant ne peut plus passer ici. Donc plus de courant qui ne peut passer ici. Donc vous avez la première, le COM, qui est le commun, donc vous mettez votre premier fil qui arrive de votre puissance. Okay, je rappelle, le relais permet de séparer la commande et la puissance. Okay, vous pouvez avoir ici d'un côté 5 volts, puis de l'autre côté vous pouvez avoir 24, 200, 240, etc. pour pouvoir séparer votre commande et votre puissance. Donc vous allez avoir d'un côté votre COM et de l'autre côté votre contact NO. Et pareil pour le contact NF. D'un côté vous pouvez avoir le contact COM et brancher de l'autre côté pour avoir votre contact NF. Tout simplement ici il y a un petit circuit avec un relais pour vous rafraîchir la mémoire, comment on branche un petit relais. Donc on va avoir le bouton de marche et qui va venir activer notre relais. Et le relais, okay, on va avoir des contacts à l'intérieur de ce relais. Puis
Quand le relais vient s'activer, le contact normalement ouvert vient se fermer et la lumière vient s'allumer ici. Un circuit de marche-arrêt complet, donc on va l'utiliser dans le système automatisé. Ce circuit-là, c'est vraiment un circuit de base pour les systèmes automatisés et la logique câblée. Okay. C'est un système qui va pouvoir faire en fait un marche-arrêt de moteur par exemple. Donc votre bouton poussoir de marche va enclencher notre relais et notre relais va pouvoir enclencher un de ces contacts et on a mis un de ces contacts en parallèle avec marche puisque ça va faire un effet de mémoire. On va pouvoir garder notre relais activé. Donc après ça, notre moteur par exemple, si on a un moteur connecté à notre relais. Et le courant va pouvoir en fait passer par ici au lieu de juste passer par le bouton de marche. Donc on pourra relâcher notre appui du bouton poussoir, notre main, on va pouvoir la relâcher et le relais va pouvoir rester activé. Pour pouvoir désactiver notre relais, eh bien là on a notre bouton d'arrêt. Donc quand on va appuyer sur notre bouton, ici on va plus avoir de courant qui va se déplacer dans notre ligne. Donc ici, c'est la façon la plus sécuritaire en fait de monter votre circuit de marche et arrêt, puisque si on appuie sur le bouton de arrêt et le bouton de marche en même temps, okay, si on les appuie en même temps, eh bien c'est l'arrêt qui va prôner et qui va couper le circuit. C'est l'arrêt qui est prioritaire. Pour les laboratoires et les exercices que l'on va réaliser jeudi, on va faire des exercices de logique combinatoire et câblée en synchrone. Puis on va faire aussi le premier laboratoire. Donc le premier laboratoire va se dérouler normalement sur le logiciel Automation Studio. Donc ayez bien téléchargé le logiciel Automation Studio pour pouvoir faire le laboratoire. On se voit jeudi à 12h35 sur Zoom. Vous avez toutes les infos sur Moodle pour pouvoir vous connecter au bon ID. Et voilà. Bonne semaine!